Ce matin pour écouter Christiane Wolf qui va nous parler de ses travaux. Donc Christiane a eu sa thèse en 2003, a passé son HDR en 2012 et est actuellement à l'INSA Lyon et au laboratoire l'IRIS. Donc au niveau des intérêts, c'est principalement du machine learning appliqué à l'apprentissage d'un raisonnement haut niveau et plus récemment, j'ai noté les liens entre le machine learning et le contrôle. Et si j'ai bien compris, c'est un peu de tout ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup. Hop. Merci pour l'invitation, ça fait un vrai plaisir d'être là. C'est ma première présentation présentielle depuis 1 an et demi. Et d'autant plus que Oasis, c'était ma première conférence en thèse. Je ne dirais pas quand c'est, mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et c'était ici aussi, enfin c'était pas loin, c'était à Cahors, c'était Oasis 2001. Donc voilà, avant de commencer, je voulais juste remercier mes doctorants, donc mon groupe de travail, qui sont des gens formidables, qui ne sont pas juste excellents, mais avec lesquels il fait vraiment plaisir de travailler dans les quotidiens. Et c'est surtout eux qui ont fait tout ce travail-là. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, je parlerai surtout de la robotique, mais en fait, dans les passés, j'ai travaillé surtout en vision par ordinateur, donc depuis à peu près 10 ans sur les deep learning. Et dans les passés, beaucoup sur le mouvement, donc on avait des travaux sur la reconnaissance de gestes, l'estimation de la pose, etc., de la posture. Et ce dernier temps, je me oriente beaucoup sur la robotique, donc d'abord avec les applications très perception, donc segmentation sémantique, etc., mais ce dernier temps, beaucoup sur le contrôle. Et donc mes travaux sont surtout basés sur tout ce qui est apprentissage machine, donc deep learning, sur vraiment des grandes masses de données. Mais pas uniquement. Donc, je commence à dire que si on veut apprendre à prendre une décision, parce qu'en gros c'est ça ce qu'on veut faire, hein, on a des entrées, des observations par exemple, on veut prendre une décision, il y a plusieurs façons de faire. Si on veut aller X vers Y, entrée et la sortie. Et la chose évidente qu'on a fait dans les passés et que les automaticiens font encore aujourd'hui, c'est de faire un modèle physique de la chose qu'on veut contrôler. Et après, dériver une load commande, quelque chose qui dérive d'une connaissance physique, mécanique, etc. Donc, il nous faut de temps en temps un modèle physique. On peut faire ça, par exemple, sur le CartPole ou n'importe quel système physique qu'on veut contrôler. Les informaticiens font ça aussi, hein, donc c'est en gros ce qu'on fait quand on calcule le plus court chemin dans un graphe, on modélise le problème, voilà, les distances entre les différents sommets, et après on minimise une fonction, t'as extra à star, etc. Donc un modèle physique, etc. La deuxième possibilité, c'est de dire que je traite ça comme une boîte noire, et là, personnellement, je milite un peu pour dire que ça, c'est pas un réseau de neurones, c'est une boîte noire. Donc une boîte noire, c'est ce que les automaticiens, les physiciens, considèrent quand ils s'adressent à un système duquel ils ne savent rien. Ils probent ce système-là en le soumettant à des entrées, en mesurant la sortie. Ils veulent savoir comment le système se comporte. Et après, ils vont établir un modèle simplifié sûrement. Et c'est ça un modèle que moi, personnellement, j'appelle une boîte noire. Un réseau de neurones, c'est quoi? C'est une boîte blanche. Donc évidemment, je sais que ce n'est pas forcément les termes que vous utilisez ou certains, mais c'est quoi la différence entre une boîte noire et une boîte blanche? Une boîte blanche, c'est quelque chose que je connais très bien. Bon, certes, une boîte blanche peut être très peu interprétable parce qu'elle peut être gouvernée par des milliards de paramètres, mais n'empêche que je connais la forme analytique de la chose, je connais tous les paramètres, je peux le dériver, je peux l'analyser numériquement, je peux faire ce que je veux, je connais le système. Maintenant, il est complexe, certes, mais ce n'est pas une boîte noire. Et ensuite, ce dernier temps, donc les boîtes blanches, les réseaux de neurones ou d'autres peuvent être utilisés aussi pour s'adresser à certains problèmes. Maintenant, ce qui est très souvent préférable, c'est de faire des modèles hybrides où on modélise ce qu'il y a modélisable, les choses sur lesquelles on a des connaissances, et on apprend le reste. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais il y a des choses où on peut faire des modèles physiques, et dans ces cas, ça a un sens. Je n'ai pas encore vu Airbus utiliser des réseaux de neurones pour le pilotage, parce qu'on peut faire autrement. Il y a des endroits où on ne peut pas faire ça, donc où c'est devenu compliqué. En langage, par exemple, maintenant la traduction, c'est passe de plus en plus de grammaire, de linguistes, on apprend ça à partir des réseaux de neurones parce que les données sont capables de capturer ces régularités très très haut niveau, très complexes. De temps en temps, on peut faire des modèles hybrides. Par exemple,
Je cite là les travaux de Patrick Gallinari et de son équipe à Paris sur la météo, qui font actuellement des modèles hybrides basés sur les anciens modèles, les modèles des météorologues, qui sont des EDP, et le relâche pour ajouter des termes supplémentaires appris à partir de données pour augmenter les performances. Nous aussi, on va un peu dans ce sens-là. Donc actuellement, j'ai fait un peu de la pub, j'ai un projet ANR avec des automaticiens sur les contrôles appliqués surtout aux drones. Et là aussi, on a les deux points de vue. Les automaticiens, ils font quoi? Ils prennent le système. D'ailleurs, il y a déjà, vous voyez, c'est quasiment le même schéma, mais ils utilisent d'autres termes. Hein. Donc chez eux, ça s'appelle système, chez nous, ça s'appelle environnement. Donc ils prennent le système, ils ont un modèle de ce système-là, et à partir de ce modèle, ils synthétisent un contrôleur qui va, en boucle fermée ou ouverte, n'importe, prendre les décisions et contrôler le système. Nous, on fait quoi? Il y a très peu de modèles où le modèle va se résumer à une formalisation de la politique. D'ailleurs, les contrôleurs chez nous, on appelle ça une politique. Donc on interagit avec l'environnement, on regarde ce qui se passe, d'un simplifié, on fait tomber les pendules, on regarde toutes les erreurs, et à partir de là, on apprend les décisions. Donc on a plutôt un algorithme de contrôle qui va apprendre le contrôleur. Donc on peut étendre ça et dire que ok, ce système-là me permet d'avoir des garanties, par contre il me faut ce modèle-là. Est-ce que je peux, si je ne peux pas avoir ce modèle, est-ce que je peux l'augmenter à partir de données? Est-ce que je peux modéliser une partie et la partie qui me reste que je ne connais pas, est-ce que je peux l'établir à partir de données? Ou d'un autre point de vue, je peux partir de la solution plutôt, je ne l'ai pas dit, mais reinforcement learning, pour le citer, et j'augmente l'algorithme d'apprentissage ici qui va prendre la politique avec des contraintes ou des semi-connaissances que j'ai sur la politique à apprendre, donc pour augmenter la stabilité, la robustesse, etc. Donc ça, ce sont les travaux sur lesquels on travaille actuellement. Mais je ne vais pas forcément travailler à présenter ça aujourd'hui. Ce que je veux présenter par contre, c'est un peu la robotique. Et ce qui m'intéresse actuellement, c'est des robots plutôt terrestres, dans ces travaux que je présente aujourd'hui en tous les cas, qui sont capables de naviguer pour résoudre des tâches un peu complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de juste dire va de là vers là, j'aimerais bien qu'un robot me dise cherche-moi, que je puisse dire à mon robot cherche-moi les clés. Et évidemment, ce n'est pas super complexe non plus, parce que si le robot peut naviguer, on peut lui demander d'explorer. Il peut trouver, explorer un espace, et s'il sait reconnaître des objets, ça je peux entraîner avec le réseau de neurones de manière supervisée, à quoi ressemble la clé, et bien là, je peux aussi l'apprendre à s'arrêter quand la clé est là. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, l'exemple de la clé, c'était juste une tâche. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir communiquer avec le robot avec des mots, langage, et que le robot apprenne la tâche. Ça veut dire que cherche-moi les clés, il faut qu'il comprenne des choses que c'est. Et il faut qu'il comprenne lui-même que la prochaine fois qu'il apporte la clé, bon déjà il faut qu'il comprenne, au début il ne comprend pas, donc il va faire des choses aléatoirement, vous voyez dans quelle direction ça va, il faut beaucoup d'interactions. Un jour, par pur hasard, j'amplifie un peu, hein, un jour par pur hasard, il va m'amener les clés, je vais dire « Ah c'est génial !» un peu de sucre, je vais les caresser, numériquement évidemment, et là il va comprendre « Ah il y a un truc qui se passe !» Et ce que je voudrais, est-ce qu'il comprenne que la prochaine fois qu'il voit les clés, il a dit « Ah, la dernière fois, il en avait besoin, je lui apporte les clés, vous peut-être les cartographier, les mettre sur la carte pour que la prochaine fois qu'on me demande, eh ben, je peux lui apporter. » Donc c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, c'est une tâche qui est extrêmement complexe. Et c'est le genre de tâche qu'on entraîne, mais en simulation, parce qu'avec un vrai robot, vous voyez à peu près comment je le décris de manière simplifiée. Il nous faut des millions, des milliards, plutôt des milliards d'interactions pour que le robot comprenne ça. Ça se fait en simulation. Donc ça, on fait en deep learning. Avant de parler de ça, j'ai parlé brièvement de tout ce qui est raisonnement, parce que j'ai mis dans les titres le mot raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Raisonnement, c'est un mot qui fait un peu tiquer les gens en IA classique, et je comprends, hein, donc ils ont un peu le monopole sur ce type de mots dans les recherches. Chez nous, le mot raisonnement, c'est un peu autre chose. Raisonnement, ça veut dire que la procédure cognitive que le robot utilise, et moi j'explique ça par j'aimerais que le robot raisonne comme j'ai envie qu'il le fasse. Bon, ça semble trivial, mais ce ne l'est pas complètement. Imaginez que vous avez un système et vous l'entraînez sur des actions, des activités, et vous l'entraînez sur une classe, entre autres, clouée. Hop, je cloue. Et après, vous le testez sur un dataset où il y avait aussi des actions. Je retire un clou, j'accroche le marteau. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous l'entraînez sur un dataset qui n'a pas ces actions dedans,
le réseau de neurones ne va pas comprendre ce que vous lui demandez. Vous voulez juste donner des exemples. Il va très certainement trouver des raccourcis. Il va sans doute détecter le marteau. Il va dire que dès que je vois un marteau, ça veut dire qu'il cloue. Et ces actions-là, il va dire aussi, vous êtes en train de clouer, vous ne l'êtes pas. C'est parce qu'il raisonne pas comme vous voulez. Ça veut dire raisonnement un peu simplifié pour nous veut dire qu'on a une tâche en tête, on voudrait que le réseau de neurones l'apprend, on ne lui communique pas la tâche, et c'est ça qui rend les choses compliquées, on lui communique des exemples qu'on pense qui sont représentatifs pour cette tâche-là. Il peut y avoir des biais, des raccourcis, des corrélations entre la tâche et les données qu'on n'a pas prévues, ce qui fait que le réseau va prendre ces raccourcis-là et il n'y a rien à faire. Donc, amener les réseaux de neurones à raisonner, ça veut dire que les guider vers les bons chemins. Et ça se fait par des biais inductifs, des choses supplémentaires, le traitement de données, la réduction des biais, supprimer les corrélations, etc. Ces biais peuvent être aussi positifs. Donc là, j'ai montré quelque chose de négatif. Donc c'est un raccourci qu'on ne veut clairement pas. Mais il peut y avoir un raccourci qu'on aime. Donc là, ce que vous voyez ici, ça c'est des travaux d'il y a 3 ans de mon doctorant Fabien. Et donc en fait là, ce qu'on a fait, c'est un algorithme qui détecte les activités, qui était entraîné et supervisé uniquement sur le label de la classe. Ça veut dire que là, la classe, il y a 60 classes sur cet dataset, c'est NTU. Et il y a une classe qui est « je me penche pour chercher un… » Donc ça c'est une autre déjà. La première c'était « je me penche pour attraper un objet ». Et en fait, le rectangle que vous voyez, c'est un algorithme d'attention. Donc on donne au réseau la possibilité de scruter des parties de la scène et on ne supervise pas ça. Ça veut dire que je te donne la possibilité de regarder à des endroits spécifiques, mais tu détermines toi-même où tu veux regarder. Et qu'est-ce qu'on voit? Je attire votre attention un peu au début sur la première action. Ah, il faut que je fasse ça. Hop. En fait, il va s'épancher, mais là, le réseau ne le sait pas encore. Mais il a déjà regardé vers le bas, et le réseau, il va déjà dire « Ah tiens, il y a quelque chose ici. Il y a une bouteille. » Donc il regarde dans la direction de bouteille. Je n'ai pas de preuve, donc c'est une corroboration, mais on a quand même l'impression que ici, il regarde ici parce que ça peut l'aider à prendre la décision. Il va se pencher dans l'avenir, donc il vaut mieux regarder, et ça corrobore. Encore une fois, il n'y a pas de preuve, mais c'est des choses qu'on arrive très souvent à voir dans les données. Donc là, ça ajoute une partie expérimentale dans l'informatique. On a toujours été un peu expérimental machine learning, mais là, ça se voit clairement. On entraîne des modèles de haute capacité avec beaucoup de paramètres sur des grandes données. Et une partie de notre travail, c'est de le rendre pas uniquement explicable, mais surtout de voir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les stratégies qui émergent? Est-ce qu'on peut expliquer le raisonnement derrière? Et c'est un peu là le défi maintenant en recherche. Donc sur le raisonnement, on a pas mal de papiers, je ne vais pas tous les présenter, mais donc en fait la recherche de mon groupe se focalise surtout sur cette question de raisonnement. Donc comment est-ce qu'on peut évaluer, comment est-ce qu'on peut voir qu'un agent raisonne, quelles sont les tâches qu'il faut faire, parce que là aussi la définition de la tâche de l'entraînement, évidemment on a une tâche de test qu'on voudrait résoudre parce qu'on a un problème scientifique, industriel, commercial, etc. Mais l'entraînement peut être une autre tâche. Par exemple, quand on pense aux self-supervisés qu'ils connaissent, quelles sont les tâches, les formulations qui font émerger les raisonnements, quels sont les biais inductifs, ça veut dire comment est-ce qu'on structure les réseaux pour qu'il y ait plutôt des raisonnements qui émergent par rapport aux shortcuts, quels sont les liens causaux entre les différentes entités, les confondeurs, etc., comment je peux les établir, et comment est-ce que je peux visualiser tout ça, et comment est-ce que je peux transférer le raisonnement d'un agent vers un autre, d'un dataset vers l'autre. Donc dans la première partie, je me concentrerai sur la navigation spatiale, et entre autres, ce sont les travaux de mon doctorant Edward Beeching, que j'ai concadré avec 2 collègues de l'INRIA Lyon, donc Gilles Dibango et Olivier Simonin. Et là, l'objectif, c'est de mettre un robot qui navigue dans un environnement comme un bureau, un hôpital, un centre commercial, et le robot doit naviguer. Naviguer pas juste en lui disant « tu vas là », mais fais quelque chose, donc visuel, d'un capteur, résout un problème visuel. Le problème, ça peut différer. Et donc là, justement, on a des différentes tâches, et le plus simple, c'est par exemple la tâche point goal, c'est avec ça qu'on a commencé dans les domaines il y a quelques années. La tâche est très simple, pas beaucoup de raisonnement visuel, tu démarres ici, tu vas là.
Et en plus, on te donne un vecteur GPS qui pointe dans la direction de target. Donc on suppose qu'il y a un système de localisation qui est simple à faire avec un lidar ou des choses comme ça. Et en fait, le raisonnement qu'on lui demande, en gros c'est ça, reconnaît l'espace navigable et sait faire la différence, suit le vecteur de direction dans le sens global. Mais s'il pointe à travers un mur, débrouille-toi pour suivre les chemins géodésiques et pas les chemins directs. C'est pas super compliqué. Dans la suite, je vais montrer que ça peut même se porter sur un vrai robot physique qui est entraîné en simulation. La deuxième tâche, je ne vais pas tous le faire, hein, mais il y en a 3 juste que je vais présenter, c'est Object Navigation. Object Nav. Trouve-moi un objet et je te donne la classe. Donc le raisonnement demandé, c'est comme avant, il faut qu'il puisse naviguer, donc reconnaître où il faut mettre ses roues, mais aussi explorer l'environnement. Donc il ne peut pas faire autre chose, hein. Donc quand je l'ai dit, cherche l'objet, il ne sait pas où il est, donc il faut qu'il explore, à moins qu'il trouve des régularités dans l'environnement, parce qu'il sait qu'un shampoing va être dans une salle de bain, et les salles de bain sont plutôt dans cette direction par rapport à une cuisine. Donc ça, il peut exploiter, mais à part ça, il va en gros explorer l'environnement, et après reconnaître l'objet quand il le voit. Et donc voilà, pareil, Object Nav ne va pas trop faire émerger des raisonnements complexes en dehors de ça. Si on entraîne un robot à faire ça en simulation pendant des semaines et des semaines, il ne peut pas émerger autre chose que ça. Parce qu'il n'y a pas autre chose d'autre dans les données. Il n'y aura pas une cartographie énorme dans les données. Ce n'est pas possible parce qu'on ne lui demande pas. Et quand vous ne demandez pas quelque chose à un réseau de neurones, il ne va pas l'apprendre. Et au début, je parlais de cette histoire de clés, vous vous rappelez? Je veux que le robot trouve automatiquement le fait que je lui demande des clés dans un nom qu'il les cartographie. Donc en fait, dans l'équipe, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut, un peu dans ce style de ces tâches-là, est-ce que je peux trouver une tâche proxy qui correspond à l'histoire des clés? Et on a trouvé la tâche Key Item Scenario. Qu'est-ce que c'est? On demande à un robot de trouver K, donc K égale 3, 4, 5, 6, 7, 8 items, dans un ordre spécifique. On lui demande, voilà, tu trouves moi ça, et ça, et ça, et ça, et ça, dans cet ordre. Si tu trouves un autre d'abord, qui est ordre 3e, tu ne le prends pas, tu ne vas pas, ce n'est pas le bon moment, tu trouves d'abord l'autre. Quel est le rapport avec les clés? Si, par exemple, le robot doit démarrer ici, et il doit trouver celui-là, ensuite celui-là, là il passe à côté, il voit celui-là, non, excusez-moi, il arrive là, ça c'est le deuxième, il voit celui-là de loin, supposons il le voit, et s'il fait bien son travail, il va dire que celui-là, j'en aurai besoin plus tard. Je le cartographie, je le mets sur ma carte. Là, je le vois celui-là, hop, je le prends. Ah, maintenant, je sais que c'était 2, j'y vais direct, je ne vais pas ici. Et après, je vais au tout droit. Donc, avec cette tâche-là, il peut y avoir au moins, en principe, l'émergence d'une cartographie. Maintenant, est-ce qu'il va apprendre la cartographie? C'est autre chose. Mais au moins, les régularités sur la cartographie sont dans les données, dans les interactions. Et donc, on a travaillé un peu là-dessus. Je vais montrer des résultats plus tard. D'abord, je voulais encore parler d'autre chose. C'est que, OK, une fois qu'on a établi la tâche, il y a aussi la généralisation à considérer. Donc, en fait, on entraîne un robot, un agent sur quelque chose et il doit généraliser sur autre chose. Et cette généralisation nécessite que des informations que l'agent va apprendre, qu'elles se mettent à un certain endroit. Et là, pour être plus spécifique, quand un robot apprend quelque chose dans un épisode, quand il doit mémoriser quelque chose, il a 2 endroits où il peut le mettre. Les robots sont dédiés d'une mémoire. Donc, quand c'est un robot avec un réseau de neurones, là, typiquement, il y a un mémoire récurrent, un LSTM, un GRU, quelque chose, donc un vecteur flat la plupart du temps. Et il peut mettre quelque chose dans cette mémoire-là. Mais évidemment, c'est uniquement des choses qu'il a vues dans le même épisode. Donc, il commence à rouler, il voit quelque chose, il peut le mettre là-dedans. Mais pendant l'entraînement, il peut aussi mettre quelque chose dans les paramètres de réseau. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, on ne veut pas les mêmes choses dans la mémoire que dans les paramètres de réseau, mais on ne contrôle pas tout le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas directement ou il faut faire attention. Donc, par exemple, les informations sur l'environnement, la position d'un canapé, s'il a besoin de la position de ce canapé, on voudrait bien qu'il les mette dans sa mémoire. On ne voudrait pas qu'il les mette dans les paramètres du réseau. Mais si on ne fait pas attention, il va les mettre dans les paramètres du réseau. Et le jour où il doit naviguer ailleurs, ça ne va plus fonctionner. Je vous donne des exemples concrets dans 2 minutes. Les positions des objets, pareil. Les régularités de l'environnement. Le fait que, par exemple, typiquement, une salle de bain peut être à côté d'une chambre ou d'un couloir,
et pas forcément à côté d'autres types de pièces. Ce genre de choses-là, c'est des régularités sur un ensemble d'environnements. Là, il n'y a pas de souci, mets-le dans les paramètres du réseau. Les affordances des objets, avec quel objet je peux faire quoi? Les deux. Il peut y avoir une partie dans les réseaux, les régularités communes à tous les objets, et si je découvre quelque chose de spécifique à l'épisode, mets-le ici. Et maintenant, j'aimerais vous montrer des expériences où on voit la différence entre ces deux façons de stocker. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ce que vous voyez là, ce sont ce genre de tâches-là, les key items générés, donc il est des labyrinthes. Et ce qu'on a fait, donc Edward surtout, il a fabriqué de manière procédurale un grand nombre d'environnements. Donc 16, 32, 64, 256, 1000. Et les environnements sont différents. Et en plus, pour chaque environnement, des positions de démarrage et des positions d'objets différents. Et il entraîne sur ces labyrinthes, sur ces cartes. Et après, il valide sur d'autres cartes que l'agent n'a pas vues en entraînement. Et on a fait varier le nombre d'environnements d'entraînement. Et c'est ce qu'on voit là, ce que vous voyez. Donc, train set size, la courbe bleue, c'est 16 environnements, 64, 2056, 1024. Et là, vous avez les performances. Donc là, on s'en fiche, c'est une métrique quelconque, c'est la valeur, donc en gros, la récompense cumulée en entraînement, donc sur les environnements d'entraînement et sur les entraînements de validation. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec ces environnements, ça marche super bien. Et ça se dégrade un peu avec 1024 sur les environnements d'entraînement. Par contre, et c'est l'inverse, sur les environnements de validation. Qu'est-ce qui se passe? Ici, il n'apprend pas vraiment une stratégie de ce que moi j'appelle un raisonnement. Donc en gros, il stocke les murs dans le réseau de neurones. Et en fait, sa tâche, c'est résume à mémoriser où sont les choses, pouvoir les reconnaître et y aller. Et c'est pour ça que ça marche de moins en moins quand on augmente le nombre d'environnements, parce qu'il a plus de mémorisation à faire. Surtout, j'ai dit ça comme ça, mais ce n'est pas exactement correct. Une fois qu'on augmente le nombre d'environnements, comme la capacité du réseau est limitée, il ne peut plus faire ça. Donc, il commence à émerger une stratégie de navigation. Et ça, on voit ici, avec la courbe inverse. Donc, du coup, en bleu, ça ne marche pas très bien. Et avec 1024 environnements, tout d'un coup, il y a un cap qui se passe et le réseau il commence vraiment à raisonner, dire que voilà, il faut peut-être que j'apprenne à résoudre les problèmes et pas tout bêtement à mémoriser. Mais ce qui est intéressant, c'est que la différence entre les deux, c'est le nombre d'environnements. Je n'ai rien changé dans la structure du réseau, dans la tâche, dans la définition de la tâche, et on est passé de là vers là. Au lieu de stocker quelque chose dans la mémoire, on a mis dans les paramètres des réseaux une structure, et l'inverse aussi, on a mis dans les paramètres une stratégie et pas les murs. Et les murs ils sont passés de l'autre côté. Donc, comment est-ce que nous, on a abordé ça maintenant? Donc ça, c'est une baseline, donc c'est la baseline OpenAI, c'est même pas notre agent, donc c'est les premiers résultats qu'il a fait il y a 3 ans. Nous, on a travaillé sur d'autres agents, donc je ne vais pas vraiment beaucoup parler, mais en fait, ces mémoires qu'on utilise, ce sont des mémoires, j'ai parlé de cartes, la notion de carte peut émerger, donc on donne à l'agent un GRU, un LSTM, donc c'est un vecteur, c'est non structuré, c'est vectoriel. Il peut y avoir émergé une notion de carte et l'agent associe des valeurs à des positions, ça peut naturellement émerger et ça peut se vérifier. Mais on peut aussi dire que pourquoi j'ai fait tout ça si je sais que je vis dans un environnement 3D, j'ai ma caméra calibrée, je connais les équations de la projection, les paramètres intrinsèques, tout ça, je peux les modéliser en fait. Et au lieu de les modéliser en faisant du SFM, Structure from Motion, extraire des features à la main, je peux dire que je peux prendre mon réseau de neurones et changer sa structure, la connectivité entre les unités de telle manière que ça respecte la géométrie projective. Et c'est ce qu'on a fait ici. Donc les observations ici qui rentrent dans les robots sont d'abord mis dans c'est pas un ResNet, mais comme si, un CNN. Et ensuite, on a ici une projection inverse. Attention, ce n'est pas un calcul. On ne va pas faire un calcul tout bête. C'est une structuration. Ça veut dire que ici, ça, c'est ma nouvelle carte. Cette carte, ça remplace presque, ça complète la mémoire LSTM ou GRU. Donc, ça veut dire que c'est une couche latente d'un réseau.
et les connexions entre les couches respectent la géométrie projective. C'est-à-dire quelque chose qui est là, par exemple, va se projeter ici, parce que cet endroit-là correspond à ça. Ce qui veut dire que j'ai un peu l'avantage de deux mondes. Ça veut dire que je garde du réseau de neurones le fait que ma carte est latente, elle peut stocker ce que je veux. L'interprétation, bon, l'inconvénient, c'est que l'interprétation n'est pas toujours facile, parce que c'est le réseau de neurones qui détermine ce qu'on met sur la carte. L'avantage, qu'il va mettre des choses beaucoup plus complexes. Au lieu de mettre juste l'espace navigable, il peut mettre, bon, il y a un objet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici, la notion de cartographie de l'objet d'intérêt, elle émerge naturellement. Donc le réseau apprend à dire que je mets tel et tel objet sur la carte, uniquement parce qu'on lui a mis un peu de sucre numérique quand il a trouvé. Ça non plus, je ne peux pas le prouver, mais je peux vous convaincre, je peux essayer en tous les cas. Et donc, on a mis un modèle d'attention dedans, donc cette carte-là, elle est scrutée par l'agent. Et l'agent peut dire que je regarde à tel et tel endroit pour retrouver les informations de la carte. Et donc, du coup, on peut aussi vérifier où il regarde. Donc ça, c'est des travaux il y a 3 ans. On les a fait encore avec Visdoom à l'époque. Bon, on les a refaits avec un autre simulateur plus photoréaliste, mais à l'époque, c'était encore les XP Visdoom. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On est à step 0,5. Il voit un objet bleu, mais l'objet bleu, ce n'est pas le premier. Donc, il sait qu'il va devoir le prendre plus tard, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut le prendre. Donc du coup, je conjecture, je postule pour le moment qu'il va stocker ici dans la carte cet objet-là. Donc là, on l'a juste mis avec un rond. Hein. Ce que vous voyez ici d'ailleurs, la carte, c'est 16 valeurs pour chaque position, c'est un tenseur 3D. Et ce que vous voyez ici, on n'a pas la signification. Donc ce que vous voyez ici, c'est les 3 composantes principales ACP de cette carte-là. Et on suppose que celle-là correspond à peu près à l'espace navigable, mais on n'est pas trop sûr. Par contre, ce que je vous montre maintenant, donc ça, ce que vous voyez ici, c'est l'attention. Donc là, il n'y a pas trop d'attention, il ne regarde nulle part. Il continue à naviguer, il trouve maintenant, à step 105, il trouve le deuxième objet, et après cet objet-là, il va devoir trouver la boule, la sphère bleue. Donc là, il le prend, il émet l'action, boum, j'ai trouvé. Et un step plus tard, ou 3 steps plus tard, qu'est-ce qui émerge? Un pic d'attention. Et comme par hasard, ce pic d'attention, il est pile à l'endroit où il avait vu l'objet bleu. Donc, ça fait penser qu'il a probablement... Comment est-ce que cette carte-là, comment cette pic d'attention est fait? L'agent va sortir un feature vecteur, et les modèles d'attention vont essayer de trouver ce feature vecteur-là dans la carte, et il produit avec un softmax le pic. Ça veut dire qu'il y a une forte probabilité que l'agent, il sait qu'il faut trouver l'objet bleu, il donne au contrôleur les feature vecteurs, trouve-moi ça dans la carte, et il y va. Et donc là, step 134, il voit les bleus arriver. Le pic là, il suit très bien l'objet bleu. Hein. Il est tout au long de l'épisode, il est là où il y avait l'objet bleu. Et quand il a complètement vu, il n'y a plus d'attention parce qu'il les voit complètement, il peut y aller directement à partir de l'observation. Donc ça, c'est des travaux d'il y a 2 ans. On les a étendus. Avec pas grand-chose, on a mis un peu de self-supervision dedans. En plus, prédisant, donc c'est une information en simulation qu'on a, on sait où sont les objets, donc avec une self-supervision sur ça. Ça a été repris par mon étudiant Pierre, et ça nous a permis de gagner la compétition CPR 2021 Multi-On. Et c'est hier soir, c'est pour ça que je suis désolé, j'ai loupé quelques séances, on a soumis ça à ICRA hier soir. Avec un deuxième papier d'ailleurs, on a donc là on voit que l'agent il est carrément capable de dire où sont les objets, il peut maintenant carrément les prédire. On travaille aussi avec des vrais robots, donc ça c'est le deuxième papier qu'on a soumis hier à ICRA avec l'entreprise Neverlabs, donc le doctorant CIFRE c'est ASEM, et avec Guillaume Bonneau et Boris Chidlovski. Donc là, ce qu'on fait c'est que on voulait voir, ça c'est un papier très bien, purement expérimental. L'objectif était de voir est-ce qu'on peut entraîner un robot purement en simulation et sans aucun transfert, on prend le robot, on les pose sur, on prend l'agent à entraîner en simulation, on les pose sur un vrai robot et on dit débrouille-toi. Il y a 0 transfert, il n'y a pas de GAN, il n'y a pas de VE, rien. Et bon, évidemment, on a fait ça sur une tâche où on a vraiment pensé que c'est faisable, donc point goal. Hein. Il n'y a pas de key item scenario, il n'y a pas de raisonnement complexe, c'est juste du waypoint navigation avec GPS. Mais même avec ça, on s'est dit peut-être ça peut être chaud, mais en fait, ça marchait très bien. Et ce que vous voyez ici, c'est 2 environnements. Donc ça, c'est le bureau de Neverlabs à Grenoble, et ça, c'est notre bureau à INSA.
à l'INSA. Et en fait, en haut, vous voyez les vraies photos, surtout du robot. Et en bas, vous avez l'environnement virtuel. Donc en fait, on a 3D scanné les bâtiments et on les a chargés dans un simulateur. On a entraîné en simulation. Et on a 2 cas de généralisation. Soit la partie scan fait partie des environnements d'entraînement, soit elle ne fait pas partie. Donc soit elle doit généraliser sur un environnement non vu, soit il ne le fait pas. Dans le deuxième cas, ce n'est pas grave non plus. On overfit son environnement. Ça correspond juste à un use case commercial où on vend un robot et le client va devoir scanner le shopping mall avant le déploiement. Bon, c'est moins pratique, mais c'est faisable aussi. Hein. Et on a montré que ça marche très bien. Et entre autres, on a montré ici avec du GradCam où est-ce que le robot regarde. Est-ce qu'il regarde plus le GPS? Est-ce qu'il regarde plus la partie visuelle? Et on a très bien montré que la plupart des temps, il suit en gros bien le GPS. Mais quand il le faut, quand on lui place un obstacle, il regarde dessus. L'attention fait un pic sur la partie visuelle. Il saute sur la partie visuelle, il s'en sert, il fait un tour et après, clac, de nouveau, il suit le vecteur euclidien. Donc c'était à peu près, bon, non surprise, c'est à peu près ce qu'on pensait. Donc là, je bascule à autre chose, toujours dans la robotique. Je présentais un peu les cartes métriques. Donc en robotique, il y a 2 types de cartes qui sont utilisées, mais vraiment, ce n'est pas nous qui les avons inventées, ça fait 30-40 ans. Une, c'était justement les cartes métriques, dont je présentais une variante neuronale. La deuxième variante, ce sont les cartes topologiques, basées sur un graphe, où un ensemble de positions dans l'environnement est modélisé par des sommets d'un graphe, et les liens de navigabilité entre les sommets sont des arêtes. Et là, si on fait ce genre de cartes-là, ils sont très adaptés à des environnements plus larges, où les cartes métriques ont un peu des faiblesses. Et ben, la navigation peut se faire avec des algorithmes classiques comme Dijkstra, A-star, de manière assez sympa, et ça marche plutôt très bien. Alors, nous, on a travaillé sur ce problème avec une variante un peu plus différente. Qu'est-ce qui se passe si cette carte, je ne l'ai pas, mais je la construis? Ça veut dire que, dans le meilleur des cas, j'ai ici une carte vérité terrain. Bon, ben voilà, c'est la vraie carte, sauf que le robot ne l'a pas. Quand vous parachutez un robot quelque part, il va explorer, il va trouver des sommets, parce que tous les quelques instants, il va mettre un nouveau sommet sur une carte, il va fabriquer. Quand il a navigué entre 2 sommets, il va mettre une arête, mais quand là où il n'a pas navigué, où il les voit juste de loin, il a dit « Ah, je vois 2 sommets de loin, bon, je pense que je peux naviguer entre les deux, pouf, je mets une arête. » Mais ce n'est pas forcément correct. Donc il y a une incertitude associée à ça. Donc on a entraîné un agent RL sur ce problème-là, qui est fabriqué, on l'a entraîné pour explorer, donc il a un reward pour l'exploration. Et on a entraîné aussi à fabriquer la carte. Et donc, on a sur pas mal d'environnements, on a ces cartes qui sont incertaines. Donc, en gros, dans mon problème, j'ai la distance spatiale entre 2 nœuds, j'ai une connexion grande trousse entre les 2 sommets que j'ai uniquement en entraînement, parce qu'en entraînement, je suis en simulation. Ici, tout est simulé. Donc, j'ai ça, mais le vrai robot en test, il n'a pas ça. Par contre, il a une probabilité entre 2 sommets, estimée qui est une probabilité qui est incertaine. Donc en fait, en gros ici, j'ai un problème de plus court chemin avec la connectivité qui est celle de vérité terrain, donc que je ne peux pas résoudre, hein, que je peux résoudre en simulation, en entraînement, mais pas en test. Et ce qu'on peut faire, on peut par exemple résoudre un autre problème de manière symbolique. Je prends l'estimation de ma probabilité de connexion et la distance spatiale, et je la pondère ici. Donc le lambda ici va me dire qu'est-ce que je veux avoir plus, un chemin plus sûr ou plus court. Et donc ça me donne une nouvelle fonction de coût. Et je peux résoudre ça. Donc ça peut se faire avec Dijkstra, A-star, etc. Donc ça, c'est hyper classique. Mais évidemment, la solution à ce problème n'est pas la solution au problème du plus court chemin dans les graphes vérité terrain, puisque je ne l'ai pas. Alors nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas prendre un ensemble de graphes? Donc, tiens, là, on a travaillé sur 75 millions de graphes. Et est-ce qu'il y a des régularités dans ces graphes? Ça veut dire, est-ce que la façon comment les probabilités d'incertitude, l'incertitude dans les probabilités, comment est-ce qu'elle est distribuée? Est-ce qu'elle fait toujours la même? Est-ce qu'il y a un biais statique? Est-ce qu'il y a un biais de deuxième ordre? Est-ce que les corrélations entre probabilités voisines sont autre chose que zéro? Enfin, est-ce qu'on peut exploiter quelque chose? Et donc, on entraîne, au lieu de faire un problème d'optimisation, parce que ça, c'est un problème d'optimisation, il n'est pas d'apprentissage, on optimise une fonction d'objectif, il n'y a pas de différence entre entraînement et test.
Est-ce qu'on peut transformer ça en un problème de machine learning? Donc on entraîne sur un ensemble d'instances, beaucoup, et on fait une prédiction par un réseau de neurones sur une nouvelle instance. Et donc, on peut formuler du coup ce problème en un problème de classification. Donc, on a un graphe qui est incertain, évidemment, avec des probabilités. On a un début, un démarrage, et ici, à chaque instant, dit si un jour j'arrive ici, pour arriver ici, par quel voisin dois-je aller? Donc, cette solution, je peux faire ça de manière supervisée parce que pendant l'entraînement, j'ai les connexions, des vraies connexions. Je peux calculer avec ta extra le vrai plus court chemin, et je peux entraîner un réseau de neurones de prédire ces chemins-là à partir d'informations qui sont incertaines. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec des graph networks. Donc Edward a créé 75 000 graphes différents avec 75 000 rollouts d'un robot RL. Chaque graphe avec 1000 combinaisons départ et démarrage, ça fait 75 millions de problèmes. On a entraîné ce réseau-là. Et oui, un petit hic encore, on a montré que, ok, si le réseau là maintenant veut représenter juste tout bêtement un tas extra, imaginons que le réseau il se dit, je suppose que les probabilités là, ils sont dures, je peux les seuiller à 0,5, je vais juste calculer un tas extra. On voudrait quand même que notre réseau soit capable uniquement au moins de faire ça. Évidemment, on veut qu'il fasse plus. Hein. On veut qu'il exploite les régularités dans la donnée, mais il faut au moins que le réseau... Donc on a regardé un graph network classique, le plus classique possible, et on a vu qu'il est très 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 dur pour un réseau de neurones de représenter juste la solution de tas extra. Trouver une paramétrisation dans un réseau, c'est pas très facile, parce que dans tas extra, Bellman-Ford et tous ces algorithmes classiques, il y a la notion de mise à jour des bornes, si vous avez encore vous rappelez de vos cours. Hein. Donc on envoie des messages, on récupère pour chaque sommet les voisins, et on calcule le minimum entre la borne actuelle et une borne qu'on peut mettre à jour en passant par les voisins en question. Ça calcule un minimum. Un graph network n'est pas capable de faire ça parce qu'il va faire une somme sur les arêtes qui arrivent. Donc on a ajouté une petite récurrence ici. Au lieu d'accumuler le message des voisins par une simple somme, on fait ça de manière séquentielle. Et en séquentialisant, on peut mettre un minimum. Donc on a montré dans les papiers qu'on peut représenter maintenant Bellman-Ford. Et on a testé ça. Donc ce que vous voyez ici, la courbe bleue, c'est un graph network classique, et la courbe orange, c'est le nôtre avec le petit changement. Et en augmentant le nombre de données, il y en a un qui est plateau, hein, parce qu'il ne peut pas représenter la solution, et l'autre fonctionne plutôt bien. Donc les résultats sont assez bien. Enfin, ce que vous voyez ici, c'est la vérité terrain. Évidemment, le planeur le symbolique, tas extra, il y a 1 parce que c'est la métrique, hein, donc c'est lui qui décide, en fait, c'est ce qu'on apprend. Donc on peut... Là, la question, c'est uniquement si on a le graphe. Si on n'a pas le graphe, est-ce qu'on récupère, si on a le graphe vérité terrain, est-ce qu'il apprend exactement tas extra? Non, il n'apprend pas tas extra, il fait un peu moins bien. Par contre, sur les graphes incertains, et c'est ça qu'on a dans la vraie vie, si on fait ici du symbolique, on double les performances. Et encore, je triche dans le bon sens pour le planeur, parce qu'il y a le petit lambda dedans, vous vous rappelez, qui pondère distance et probabilité. Et là, on a même optimisé, dans les bénéfices du doute, on a dit au symbolique, je prends la performance pour toi qui correspond au meilleur lambda. Hein, non, et en plus, on ne le connaît pas. Donc même pour le meilleur lambda, on double les performances. Et en plus, quand on ajoute encore des features visuelles dans les graphes, on gagne un tout petit peu. Et on a intégré ça avec un algorithme qui est hiérarchique. Donc en gros, il y a une boucle extérieure où le planeur de graphe neuronal va prendre des décisions. Je vais là, il va choisir les sommets où il faut aller. Et entre les sommets, il y a une politique RL, basée sur reinforcement learning, qui va faire les point goal navigation, qu'on a entraîné sur point goal d'ailleurs, qui va faire sortir les actions du robot pour aller entre les sommets. Et donc là, quelques exemples. Donc là, on voit les graphes qui étaient faits par un rollout. Et en noir, vous voyez le chemin, le robot et le chemin estimé. Et on a évidemment comparé ça à pas mal de baselines, entre autres un algorithme RL pur. Ça marche beaucoup mieux parce que sur les longs épisodes, RL Image Goal n'est pas forcément super génial.
je regarde juste combien de temps j'ai encore. Oui, bah, il faut que j'accélère un tout petit peu parce que j'ai une deuxième partie qui est plus courte, mais puisque je parle un peu du raisonnement visuel, je voulais aussi vous présenter des travaux que j'ai faits avec Orange sur le VQA, donc le Visual Question Answering. Donc là, on n'est plus dans la robotique, mais ça pourrait être la robotique, hein, parce qu'en gros, qu'est-ce que c'est? On a une image, on a une question associée, donc là, on est un peu dans le royaume de texte multimodalité, texte et image. On a une image et une question. Le modèle doit comprendre la question et répondre. Là, c'est assez simple, hein, il doit comprendre qu'il faut reconnaître les billets, répondre 10. Qu'est-ce qui est dans les pots là? Bah, du café, mais là, c'est un peu plus complexe, hein, parce que est-ce que j'ai laissé la peau verte? Il faut déjà comprendre l'état d'un objet, etc. Est-ce que quelqu'un de vous pourrait imaginer un cas plus industriel, commercial, où ce genre de système pourrait être utilisé ou un certain intérêt? Avec les aveugles. Oui, c'est ça. C'est les cas qu'on cite tout le temps et c'est un peu pour ça qu'Orange travaille là-dessus aussi. Donc en gros, vous installez une caméra comme la nouvelle caméra de Ray-Ban là, qui vient de sortir au Google Glass ou des trucs comme ça, mais cette fois avec un vrai use case à part dans les réseaux sociaux. La caméra regarde ce que la personne veut, la personne se débrouille mal, elle pose des questions et une réponse arrive. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'on a pas mal de soucis de certification, hein, parce qu'imaginez que il ne sort pas les bons billets, ou il dit est-ce que je prends bien Doliprane alors que c'est autre chose. Donc là, c'est des questions qui sont plutôt très compliquées. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, j'avais préparé un peu de slides sur les Transformers parce que je n'avais pas l'impression que les détails de Transformers ça a été beaucoup présenté, mais je ne suis pas sûr que je pourrais, peut-être un tout petit peu. Donc en gros, quand il y a une composante langage, on a ce genre de données-là, hein, donc c'est la première phrase de Anna Karenina. Qui est très connu, on a plein de livres dans plein de langues. Est-ce qu'on peut exploiter ces données-là pour, de manière automatique, apprendre une connaissance, bon, c'est abusivement appelé la connaissance du monde, mais en gros, la connaissance qui est stockée dans les livres, sur le monde, hein, qui n'est pas toutes les connaissances du monde, mais une sous-partie. Donc on fait ça avec les Transformers. Je vais faire une micro-introduction en 15 secondes, j'aurai pas beaucoup plus de temps. Donc l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle une contextualisation. Donc les transformers, c'est des réseaux de neurones qui travaillent sur des ensembles, sans ordre. Mais on ajoute un ordre, mais normalement, il n'y a pas besoin. Donc là, par exemple, on a un ensemble de mots. Chaque mot va être représenté par un vecteur, donc un padding d'un vecteur, et on veut les contextualiser. On veut par exemple dire que, là, on a le mot de Fox, et je fais Pourquoi ça transformer? Parce que je prends cet ensemble, je le transforme itérativement. Je veux que l'embedding Fox, après quelques itérations, va aussi comprendre le fait qu'il est marron et qu'il est rapide, quick and brown. Et donc, qu'est-ce que je fais? Avec quelques coups de magie d'algèbre linéaire, je fais d'abord une projection dans un espace, et en fait, ça s'appelle le value, et on suppose que, donc ça c'est appris, toutes les matrices X sont apprises par te donner. X, je vais débouler, je suis désolé. Donc en fait, ça, c'est la transformation qui sert à appliquer à cet embedding-là et qui peut avoir un effet sur un autre. Maintenant, sur lequel on fait deux autres projections, donc query et key. Et en fait, ces deux-là vont se servir on va se servir pour se projeter dans un autre espace dans lequel on aimerait bien calculer les distances. Quelle est la différence entre query et key? Query, key c'est celle, on transforme des embeddings, key c'est celle qui va dire je me transforme moi-même, donc je fais une projection et query c'est les autres hein, qui regardent, bon, en plus je les ai inversés là, il y a l'autre qui va regarder les autres embeddings et on va calculer une similarité, typiquement cosinus. Donc par exemple, pour cet embedding là, on va prendre le query de l'un et les key des autres, hein, et ça nous donne une probabilité, et cette probabilité-là, une distribution, disons, cette distribution de probabilité va être utilisée pour pondérer le value ici. Donc en gros, on compare toutes les différentes combinaisons, on regarde, est-ce que je suis similaire par rapport aux autres, hein, et j'apprends l'espace dans lequel je calcule la similarité en même temps. Ça se fait du coup pour chaque item et sa propre similarité. Je pondère ça et j'ai mon embedding. Et j'ai fait ça plusieurs coups. Il y a d'autres choses dedans, il y a de l'anonymisation. Mais en gros, ça, c'est le building block. Et donc maintenant, je reviens sur VQA et je vais toucher un tout petit peu de l'interprétabilité.
je bascule là-dessus et je vous présente nos travaux sur le raisonnement qui se sert de ce genre de modèle-là. Donc dans les VQA, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc ça c'est un papier que Carvatec a réussi à publier cette année. Corentin. On a ici une image. Qu'est-ce qui se trouve sur le mur? Qu'est-ce qui se trouve sur le mur? L'étoile. Ce que vous voyez ici, c'est on a pris le dataset JQA qui a beaucoup de questions. Et les questions sont groupées en 44 000 groupes. Donc là, vous avez le groupe de tout ce qui se pose des questions sur les objets sur le mur. Et là, vous avez l'histogramme des réponses vérité terrain. La plupart des temps, quand on pose la question sur un objet sur le mur, on a picture, mirror, painting, tout ce qui se trouve sur un main. Alors l'étoile, c'est là, c'est pas très fréquent. Et ce que vous voyez, c'est que la plupart des modèles, donc ce que vous voyez ici, c'est les performances des modèles de l'état de l'art, c'est tous des transformers. Ça, par exemple, ces transformers, il répond surtout, il donne les réponses qui sont les plus fréquentes. Donc ils sont sujets au biais en fait. Hein. Donc ils ne raisonnent pas vraiment, ils ne regardent pas toujours ici. Donc on a dans ce papier analysé tout ça, on a fait un nouveau dataset. J'accélère un tout petit peu. On a ajouté une visualisation. En fait, pourquoi j'accélère? Je vais aller sur ça. Dans un deuxième papier, donc c'était une collaboration avec un autre doctorant que j'encadre avec Romain Vimou, donc Théo, c'est une collaboration entre machine learning et visualisation de données. Et on a proposé un outil que je vous montre maintenant en direct, si j'ai du réseau, pour ouvrir la boîte noire et regarder ce qui est vraiment dans les transformers. Donc c'est disponible en ligne, hein, tout le monde peut y aller. C'est reasoningpatterns.github. Et si je fais ça, ça fait la même chose que là. Oui, c'est bon. Hop. Donc qu'est-ce que vous avez ici? Vous pouvez choisir les images. On ne choisit pas un autre parce que j'ai pris à cœur les manips qu'il faut faire pour celle-là, hein, je l'avoue. Et ce qu'on a ici, c'est l'image, la question qu'on pose. Là, is the knife in the top part of the image? Donc le couteau, il est là, il n'est pas dans le top part de l'image, donc non, la réponse est non. Et c'est correct. Et là, on peut charger les différents types de modèles. Là, actuellement, ce que j'ai chargé, c'est un modèle qui est ce qu'on appelle un oracle. Ça veut dire que il a à l'entrée ici les objets annotés par les humains. Je suis c'est un vrai modèle dans 2 minutes. Et ce que vous voyez ici, c'est les différentes têtes d'attention, parce que les transformers ont ce qu'on appelle des têtes. Donc, je présente une tête, c'est une couche, en gros, et ils sont stackés ensemble de telle manière à ce que pour la même transformation, on peut faire plusieurs transformations, les concaténer, continuer la transformation. Et c'est ça qui rend le modèle très complexe, qu'il y a beaucoup de différentes façons de trouver des corrélations entre les données. Et là, vous avez la question, vous avez l'image, vous avez plusieurs couches qui regardent que le langage, donc la question, vous avez plusieurs couches qui regardent que l'image, et ensuite ici, vous avez les cross-transformers, où on contextualise soit le langage par rapport à la vision, soit la vision par rapport au langage. Et je regarde par exemple là, ça c'est une tête, et là en fait la couleur indique si l'attention est plutôt uniforme, rouge, ou plutôt piquée, bleu. Donc là, ce qu'on regarde, par exemple, la première couche langage-vision, elle a très souvent... donc ça, c'est découvert a posteriori. Donc là, ce que j'ai chargé, c'est un modèle qui était entraîné. Hein, donc ça entraîne pendant quelques jours. Et là, c'est le modèle entraîné qu'on a chargé. Et la première couche langage vers vision, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici l'attention. Donc là, vous voyez les images. Quand je bouge ici les lignes, vous voyez les boîtes englobantes à gauche dans l'image qui sautent. Hein. Donc une ligne correspond à un objet et une colonne correspond à un mot. Et on voit très bien qu'il a trouvé que le mot knife, pour nous c'est trivial parce qu'il s'écrit knife là, hein, mais il a trouvé quand même que l'objet couteau correspond au mot knife ici. Donc il a trouvé ça lui-même. Hein. Mais évidemment, associer les deux, c'est pas la seule chose qu'il faut faire. Donc en transformant les embeddings, à la fin, il faut qu'ils puissent répondre. Donc il y a un embedding class ici, qui est vide au début, et qui est transformé successivement pour donner la réponse. Donc quand on avance ici, on va trouver des éléments déjà. Donc là, on voit un embedding. L'objet. Donc là, on bascule de la contextualisation vision vers langage. Donc les lignes et colonnes sont pivotées. La contextualisation va dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on voit? L'objet knife a une corrélation avec tous les autres mots sauf top.
Et c'est parce que, en gros, je postule, hein, c'est un postulat, je conjecture qu'il y a déjà un élément de réponse trouvé à partir de cette couche-là. Il a trouvé que non, top n'est pas lié, la réponse doit plutôt être non plus tard. Donc, maintenant, de ça, il faut trouver la transformation de l'embedding class vers le mot no, parce que le no doit sortir. Donc ça va être sûrement fait quelque part ici. Donc maintenant, si je cherche un vrai modèle qui ne va plus prendre la vérité de terrain mais des vraies données, donc je lui pose la question. Donc c'est faux, c'est yes, hein, il se trompe. Déjà quand je regarde la même couche, la vision langage, déjà on voit que le mot knife là, il est associé à plein de choses, là c'est pas très picky, et surtout en fait, comme maintenant c'est plus la vérité de terrain, il y a plein d'objets. Les classes que vous voyez ici, c'est l'estimation de faster RCNN, hein, donc c'est pas la classe annotée par un humain, c'est faster RCNN qui dit qu'il y a plein de pommes, et surtout il n'y a pas de couteau, donc il ne trouve pas de couteau en fait. Et donc, bon, il trouve yes quand même. Maintenant, ce que je peux peut-être faire, je peux lui bloquer des têtes, donc tous les têtes là qui sont un peu piquées là, là, celle-là, oh non, oups, reset, celle-là, celle-là, avec ces clics-là, je désactive l'attention. Qu'est-ce que je veux dire? Je remplace l'attention par une attention uniforme. Et si je repose la question, eh bien, non, la réponse est correcte. Parce qu'en gros, je lui ai enlevé la vision. Avant, il avait une knife sur autre chose. Knife se portait sur un autre objet. Maintenant, je lui ai enlevé ça. Il répond correctement. Et on peut le faire prouver maintenant, parce que je peux changer la tâche. Je peux dire, is there a knife in the picture? Je lui pose la question. Boum, il met à jour ici la réponse. Mais ça reste toujours non. Donc, en fait, je confirme en désactivant ces têtes-là, il ne trouve plus de couteau, et c'est pour ça que ça passe en correct, parce que yes, c'est un sens de dire, bah, en réalité, la question n'a pas de sens. Et en fait, on a un autre modèle ici qui est, c'est une autre contribution de ce papier-là, de dire qu'on entraîne d'abord sur Oracle, ça veut dire sur la vérité de terrain, et on fine-tune sur les vraies données. Et si je charge cette question-là, c'est de nouveau no qui est correct, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait quand on regarde ici, en tous les cas c'est ce que je croyais, is the knife in the top part of the image, Oracle train, voilà, knife, il associe à knife handle, donc le transfert, donc c'est une sorte de transfert qu'on a fait, c'est pas une sim to real transfert mais presque, hein, c'est la simulation sur l'Oracle, c'est un Oracle to noisy transfer, et ce transfert lui a appris que bon, il n'y a peut-être pas de couteau, mais le knife handle que je trouve là, c'est suffisamment proche, il a répondu correctement à la question. Et on peut aussi, dans cet outil, regarder pour une tête en question, par exemple celle-là. Et à droite, ce qu'on voit, c'est sur l'ensemble de la base. Cette tête-là, elle est active sur quel type de questions? Parce qu'il y a une annotation sur les questions, de quel type? Des questions sur la direction, sur le choix, sur la couleur. Et donc, on peut un peu voir que la tête qu'on vient d'indiquer là, qui demande est-ce que le life est top dans les top bound, et ben dans le dataset, c'est une tête attention qui s'est spécialisée en quelque sorte sur des questions de direction. Et ça a été montré aussi par une doctorante à Oxford il n'y a pas longtemps, quand on utilise les transformers uniquement sur le langage, donc pas sur wiki mais langage, les différentes têtes se spécialisent sur des différents types de règles grammaire, sur des associations, compléments objets, sur des mots rares, etc. Et donc voilà, ces têtes et transformers, ils remplissent un rôle, et en apprenant de manière vraiment quasiment supervisée, bon, il y a du self-supervisé dedans, c'est du BERT-like, et ben il y a mais en tous les cas on ne supervise pas les règles grammaire, hein, c'est ça qu'on ne supervise pas, et ben cette spécialisation émerge naturellement. Je pense que je dois terminer, j'ai dépassé, je suis désolé. Donc je vais juste faire un vrai pap assez rapidement. Donc du coup, j'ai pas pu parler du dernier 5 slides sur la supervision, mais c'est pas grave. Donc je passe directement à la conclusion. Donc voilà, on travaille dans notre groupe beaucoup sur la robotique et aussi le wiki, c'est un peu à la marge, mais en gros le point commun c'est le raisonnement visuel. Donc on veut apprendre les réseaux de neurones à avoir, je sais que le mot peut choquer, hein, avoir un raisonnement qui émerge, et je comprends vraiment ici, dans le sens raisonnement, une tâche qu'on avait en tête quand on a conçu le problème. Et donc raisonnement par rapport à l'alternative qui est de trouver des raccourcis dans la lignée qui étaient non prévus. Donc ça c'est un peu l'objectif.
Et en robotique, surtout, c'est ça qui, on espère, va nous amener à des robots qui sont conscients de leur situation et qui peuvent remplir des tâches plus complexes que juste aller d'un endroit à pied. Et donc là, les défis sont trouver les bons signaux, donc quelles sont les tâches sur lesquelles il faut apprendre, quelles sont les structures qu'on peut imposer. Par exemple, on a beaucoup travaillé sur la géométrie. C'est comme assez bête de se dire que la géométrie, tout ce qu'on a fait en géométrie dans les derniers 30 ans, on met ça dans la poubelle, on ne remplace pas le réseau de neurones. Non, ce n'est pas forcément l'objectif. Ces recherches ont une valeur. Et quand je sais que mon agent est dans un monde 3D, bah, autant s'en servir. Et ensuite, beaucoup de travail est sur, malheureusement, la recherche de données et la simulation. Merci, je m'arrête là. Merci pour la présentation. Je suis sûr qu'on va avoir plein de questions. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. En fait, j'avais une question par rapport à la première partie. Vous avez décrit, en fait, vous avez utilisé le terme de sucre numérique pour parler. Non, c'est juste la récompense. Hein. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le reinforcement learning. Non, pas du tout. En quoi ça consistait cette forme de... Non, enfin, c'est une façon très intuitive de dire que la carotte, j'aurais dû dire carotte, hein, la carotte numérique, carotte de bâton. En fait, je voulais savoir sous quelle forme ça peut être représenté, enfin, comment ça se passe. C'est juste une valeur. En fait, en reinforcement learning, ça veut dire que vous supervisez, en gros. J'ai fait la différence avec la supervision. Quand vous avez un agent, dans le sens large, et vous voulez entraîner sur ImageNet une classification, et vous voulez dire quelle est la classe, vous voyez une banane, vous pouvez superviser, c'est une banane. D'accord ? Reinforcement learning, vous entraînez les décisions qui sont des actions. Va tout droit, va à gauche, va à droite. Vous ne pouvez pas superviser. Ça se fait, ça s'appelle du imitation learning dans ces cas. Ça veut dire que vous faites faire le trajet par un expert, et vous dites, fais la même chose que l'expert, mais vous allez toujours faire une imitation, d'où le nom. Donc le cadre est un peu plus habituel, mais plus dur, c'est de dire que je ne te dis pas ce que tu aurais dû faire, mais je te dis si tu as bien fait. Mais ça aide beaucoup moins, parce qu'il faut que tu trouves tes actions toi-même, et à la fin, on te dit, tu as pris un mur? Non, mauvais. Tu m'as apporté mes clés? Super. Et donc, d'un point de vue entropie, quantité d'informations qui rentrent dans le système, c'est beaucoup moins, et surtout, on a le souci de ce qu'on appelle en anglais le credit assignment problem, je n'ai jamais compris ce que c'est en français, le problème d'affectation de crédit, je suppose, qui fait dire que quand vous avez à un certain moment une récompense très forte, négative ou positive, vous ne savez pas si c'est la dernière action qui a amené à ça ou celle d'avant ou avant. Si vous prenez un mur en conduite autonome, ce n'est pas la dernière action dans la dernière milliseconde qui est en cause. Hein. C'est que quand vous avez quitté la route. Mais ça, vous ne savez pas. Et donc, du coup, la notion de récompense est propre à ce genre d'algorithme. Et ce qu'on optimise, c'est la récompense cumulée dans l'avenir. Et j'ai utilisé juste sucre numérique pour ça, mais en gros, c'est ça. Et c'est un formalisme bien connu en... Oui ? Ça, c'était fini. Dans les tâches, je ne l'ai pas dit, hein, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais dans les tâches que j'ai présentées, on définit, donc il y en a ceux-là qui ne sont pas tous, la partie sur le graphe, c'est supervisé, mais par exemple là c'est du RL. Et en fait, pour chaque pas que le robot va faire, il y a une petite récompense négative. Et quand il trouve un objet, et c'est dans le bon moment, c'est une très forte récompense positive. Et quand c'est un objet qui n'est pas à son moment, l'ordre n'est pas bon, c'est très fort négatif. Et en gros, en pondérant tout ça, on arrive à une fonction d'objectif que l'algorithme d'apprentissage doit minimiser sur un ensemble d'épisodes. Oui ? Avoir une forme d'overfit où le réseau est spécialisé en apprenant les poids de la carte sur là. Et en fait, je me demandais, parce que c'est une question en réseau supervisé, en augmentation de données, à quel point il faut changer l'architecture de l'environnement pour que ça fasse une différence en reinforcement learning. Est-ce qu'il faut que ça impacte du coup la réalisation de la tâche? On voit par exemple en réseau supervisé, il suffirait de donner une petite rotation à l'image, et puis virtuellement un nouveau point de données. Quoi. Et du coup, là, je me demandais si, quand vous dites que vous augmentez le nombre d'environnements, est-ce que c'est un environnement totalement différent, ou est-ce qu'une petite modification, ça suffirait à impacter déjà la capacité du réseau à apprendre la carte par carte?
Alors là, on peut parler pendant 2 heures avec les roboticiens et surtout les théoriciens des pommes d'épée. Mais en fait, traditionnellement, on n'a pas vraiment la même notion d'overfit qu'on a dans les supervisés. Donc, supervisé, vous avez une phase d'entraînement qui est claire, et après une phase de déploiement, et vous les généralisez entre les deux. C'est-à-dire, si vous overfitez sur vos données de train, ça ne vous sert pas. Traditionnellement, dans le reinforcement learning et tout ce qui est mathématiques sous-jacent, on ne se soucie pas de ça, parce qu'on résout la tâche en même temps qu'on l'attend. Ça veut dire que le reinforcement learning était plutôt conçu pour un système où vous interagissez avec le système et comme vous avez du retour en permanence, vous apprenez en étant déployé. Et ça veut dire que si vous avez un shift de comportement de votre système, bah, le système il est censé s'adapter. Donc du coup, si vous overfitez, ce n'est pas trop un souci. Maintenant, dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Parce que le problème ici, c'est qu'on ne peut pas faire vraiment s'entraîner sur le vrai robot. Parce que là, je ne vous l'ai pas dit, mais regardez ici. Hein, 1,2, donc ça, c'est des millions. Donc c'est 1,2 milliard d'interactions. Parce que c'est quand même très aléatoire. Hein. Je vous dis, il fait des actions aléatoires au début et il commence à trouver déjà que, bon, il faut peut-être regarder les murs, ne pas se prendre les murs. Ça se complexifie, donc il fait beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas faire ça avec un vrai robot. C'est possible de faire des règles avec le vrai robot, avec des features, des observations qui sont beaucoup plus simples, avec des images. Je ne connais personne qui a fait ça à partir des images. Donc, de ce constat-là, on a bien une phase d'entraînement en simulation, un déploiement dans la vraie vie, et il émerge ce nouveau, le comportement classique qu'on connaît du supervisé, avec la phase de déploiement, et on ne veut pas overfitter sur l'entraînement. Mais s'il n'y avait pas ça, on s'en fiche. Hein. Si je suis déployé dans un environnement, c'est pas grave si je mémorise. Si ça m'aide à trouver les tâches, je mémorise où est le canapé, etc., il n'y a aucun souci. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. On a une phase, donc on est un peu un système hybride entre les supervisés et le RL. Donc le formalisme est basé sur le RL, mais le Sim-Turil-Gib fait qu'on a une généralisation nécessaire entre les deux. Si je comprends bien, le but de cette série-là, c'est de montrer qu'on cherche à pouvoir généraliser un nouvel environnement. Oui. Un autre ça. C'est ça. Ok, du coup, il y a quand même une notion, pas là, oui, okay, c'est pas du renforcement learning classique, on va quand même avoir une notion de généralisation. Oui. Et bon, je ne vais pas les présenter maintenant, mais dans les nouveaux papiers, on avait mis ça en entraînant des agents en simulation, soit uniquement sur les bâtiments dans lesquels ils ont roulé en physique. Donc, c'est des robots physiques qui roulent, on a scanné les bâtiments. On les a entraînés soit uniquement dans ces bâtiments, soit dans 72 bâtiments d'un dataset connu, soit dans les 72 d'abord et fine-tune sur les nouveaux. Et on a vu qu'il y a un gap énorme, et évidemment, quand le bâtiment dans lequel il va rouler fait partie de l'entraînement, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, la chose qui est drôle, c'est que les deux, commercialement, les deux sont il ne faut pas dire que l'agent qui a vu le bâtiment, ça ne sert à rien. C'est juste que c'est un autre use case. Le premier use case, c'est que vous allez à la FNAC, vous achetez votre robot, vous le désassemblez à la maison et il marche tout de suite. Le deuxième use case, c'est que, OK, on n'est pas capable de faire ça. J'achète mon robot pas à la FNAC, mais chez Atos Worldline, j'ai dit ça au hasard, mais en tous les cas, une grosse entreprise qui vient chez moi, qui va scanner mon bâtiment, qui va entraîner le robot et il marche chez moi aussi. C'est complètement faisable, mais pas pour un particulier. Mais si vous êtes un centre commercial, et bon, ça coûtera plus cher, mais si ça vous permet de débloquer des situations, pourquoi pas. Mais du coup, le fait que les deux courbes vertes et rouges à droite, elles montent plus vite qu'à gauche, ça suggère que le réseau il a appris une certaine connaissance générale sur la manière de naviguer. Lesquels à droite Les deux courbes, rouge et vert. Oui. Oui. C'est ça qu'on cherche. Oui. Donc, merci sur ton exposé brillant, Christian. Je trouve que c'est brillant parce que ça associe effectivement le contrôle et la vision. Et c'est quelque chose qui moi, m'interroge sur ce qui s'est passé il y a bien longtemps en vision. Je prends l'exemple du suivi qui t'a occupé aussi quand tu étais très jeune. Le suivi visuel, on le sait, ne serait-ce que si tu le formalises au sens de l'asservissement visuel, tu vas à Rennes, tu vois, n'est-ce pas tu vas retrouver une formulation par contrôle. Tout ce que tu nous montres, c'est la puissance du contrôle, optimal, qu'il soit observable, non observable, et on voit que c'est assez impressionnant, ce qu'on est capable de faire, et pourtant,
en vision, on n'a jamais vraiment fait du suivi visuel en utilisant aujourd'hui des techniques de contrôle. Et bien sûr, ça ne se limite pas au suivi visuel. On peut imaginer que segmenter une région, c'est faire du contrôle, contrôler évidemment la trajectoire de la frontière ou peu importe l'expression paramétrique qu'on en fait. Vois-tu une capacité dans tout ce que tu fais en RL plus vision, une capacité à refonder un certain nombre de choses qu'on fait d'une manière aujourd'hui en vision et qui pourraient être reformulées en termes de contrôle? Absolument. Et j'apprends beaucoup actuellement à partir de mes interactions avec les automaticiens. Hein, donc, je suis marié avec une déjà. Et donc, c'était pas sur mon radar pendant 20 ans. Hein. Les contrôles dans l'essence automatique, ça ne m'intéressait pas parce que je suis quand même un machine learner dans l'âme. Je n'ai pas tout de suite commencé avec ça. Mais depuis que je regarde ça, je trouve qu'il y a énormément de choses, comme tu dis, hein, qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû. Hein, c'est clair, les deux, et dans les deux sens. Je te donne un exemple. Là, on est en train de travailler avec un doctorant que je compte travailler avec des automaticiens, travailler sur quelque chose qu'on fait classiquement en image, la prédiction vidéo. Et donc, sauf que là, c'est des vidéos d'environnement mécanique, donc c'est des choses qui tombent, qui interagissent, qui font des collisions, etc. Et ces interactions sont extrêmement difficiles à prendre et les réseaux de neurones ont beaucoup de mal. Et en fait, l'idée que nous, on a quand on travaille en vision machine learning, c'est quand on a des grands espaces, il faut d'abord les réduire. Il faut faire une réduction de dimensionnalité. Avant, on faisait de l'ACP, de l'ICA, etc. Et il faut travailler sur les petites dimensions parce qu'il y a la maléfiction des données, la dédimensionnalité. Et donc, en fait, en discutant avec les automaticiens, ils ont dit, mais non, en fait, non, il faut augmenter la dimension. Et au début, je me suis dit, mais non, c'est des gens en situation, de temps en temps, tu discutes avec d'autres personnes, et ils disent quelque chose complètement insensé, et il faut que tu fasses l'estimation, est-ce que c'est quelque chose que moi je ne connais pas, ou est-ce que c'est eux qui n'ont pas du tout compris de quoi on parle? Et bien, de temps en temps, il faut quand même suivre la voie des autres. Hein. Et en fait, effectivement, de temps en temps, il faut prendre des données dynamiques, par exemple, les mettre dans un espace de plus grande dimension, parce que la dynamique peut être linéaire dans ces espaces-là. C'est un peu comme les SVM, finalement. Hein. Les SVM font ça quand même, mais depuis les SVM, on ne les fait plus avec les réseaux de neurones. Et pareil, donc les automaticiens, on les font pour d'autres raisons. Ils veulent cette linéarité parce qu'avec cette linéarité, ils s'achètent l'usage de toute la routine d'analyse et de garantie qui sont surtout possibles, ou beaucoup plus possibles avec des systèmes linéaires. Mais il se trouve que même quand on fait ça avec les réseaux de neurones accrochent beaucoup plus. Donc du coup, on a fait un papier un peu plus théorique là-dessus, et après on a appliqué en pratique, et on a démultiplié les résultats sur un problème en d'abord calculant des key points de manière non supervisée, avec un réseau de neurones, prendre les trajectoires des key points, les projeter dans un espace de plus grande dimension, gérer la dynamique dans cet espace-là, faire la projection, et ça multiplier les performances. Et donc ça, c'est sûr que j'aurais pas eu l'idée si on n'avait pas travaillé avec les automaticiens. Pour moi, c'est clair que les deux communautés doivent plus parler entre eux, et ça se fait actuellement. Il y a beaucoup de gens qui... Chez eux, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur les data-driven, et chez nous, il y a pas mal de gens aussi qui font des collaborations. Une question? Bon, du coup, je vais la prendre. Oui. Alors déjà, merci au début pour l'explication sur les black blocks et les white blocks. Je voudrais content que... Je milite. Justement, je milite pareil, et c'est un discours que je suis souvent obligé d'avoir. Retenez-le, les réseaux de neurones ne sont pas des boîtes noires. C'était un message important. Et alors l'autre, par contre, sera plus scientifique et sur l'apprentissage par renforcement, parce que alors moi d'expérience, dès que j'en ai fait, ça marchait pas aussi bien. Donc est-ce qu'il y a justement le problème du credit assignment? Est-ce que tu utilises un trick pour le forcer un petit peu à converger et à apprendre? Parce que finalement, je trouve que c'est assez rapide. Alors, moi, ma philosophie, il y en a qui vont, les intégristes RL vont pas aimer, mais moi, j'aime pas trop. On les fait parce qu'on est forcé, mais dès que je peux l'éviter, je le fais pas. Donc, le RL, c'est vraiment, c'est sympa pour formaliser les problèmes et pour spécifier les problèmes, mais pour apprendre, comme tu dis, c'est vraiment très, très complexe. Et non, on n'a pas trop de tricks. Hein, donc, la plupart des temps, on utilise les algorithmes classiques, donc soit A3C, soit PPO. L'entropie est pas mal, hein, donc c'est Edward qui a découvert ça. Après, on fait beaucoup de self-supervised.
Donc, on n'a pas encore fait d'imitation learning. Je sais qu'il y a des Grenoblois sur les grasping qui jurent que sur ça, et au moins pré-entraînés sur imitation learning, sur les experts, et ensuite fine-tunés sur RL. Et après, ce qui aide beaucoup, à part les self-supervised, là, je pense que pour nous, la stratégie dans l'avenir, ce serait hiérarchique et graphe. On a d'autres travaux desquels je n'ai pas pu parler, mais on peut combiner la planification sur un très haut niveau avec une planification par niveau. Donc soit les deux appris, c'est ce qu'on fait actuellement, soit le par niveau, ça peut se faire par l'automatique, très souvent, parce que là où l'automatique est fort, c'est proche de la physique, et là où ils sont faibles, c'est la planification avec la sémantique, donc on peut combiner les deux. Et moi, je jure beaucoup sur ça. Mais j'ai pas de recette miracle non plus. Non. Encore merci. Merci.